Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Le thème de cet épisode, maîtriser la synthèse sonore. Notre invité du jour, Philippe Brodu, product manager pour le groupe Algam, qui distribue en France de nombreuses marques de matériel, logiciels et instruments de musique avec notamment Arturia, Korg et Roly. Dans cette interview, nous nous focaliserons sur Arturia, cette société française basée à Grenoble, qui est devenue une référence mondiale en matière de logiciels et de matériel de synthèse sonore. La marque a notamment développé et commercialisé la célèbre V-Collection, regroupant les émulations plugins de nombreux synthétiseurs analogiques parmi les plus emblématiques. Cette impressionnante collection s'impose comme l'une des plus riches du marché. Nous évoquerons avec Philippe la nouvelle V-Collection 8, ainsi que la FX Collection, qui regroupe 15 plugins d'effets pour l'enregistrement, le mixage et le mastering. Évidemment, nous parlerons aussi avec lui de la marque japonaise Korg, qui crée des synthétiseurs depuis près de 60 ans, ainsi que de la marque Roly, peut-être moins connue, qui développe aujourd'hui des contrôleurs basés sur la technologie MPE. Le MPE a d'ailleurs été intégré récemment sur la version 11 d'Ableton Live. On vous expliquera tout ça. Dans une seconde partie, nous nous intéresserons au procédé de la synthèse sonore. Est-il indispensable d'en maîtriser la technique ou utiliser des presets déjà créés peut-il suffire ? Nous répondrons à la plupart des questions que nous posent régulièrement les jeunes producteurs sur le sujet. Enfin, toujours sur le thème de la synthèse sonore, et pour vous aider à vous démarquer, nous vous dévoilerons quelques secrets de pro. Voilà pour le sommaire de cet épisode. Let's Prod, c'est parti. Let's Prod. Pour débuter cet épisode, nous accueillons Philippe Brodu du groupe Algam. Bonjour Philippe, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, comment décrirais-tu Arturia pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque ? Arturia est une société française qui est basée à Grenoble et qui a fêté l'an dernier ses 20 ans. Alors c'est une chose dont on est assez fier puisque pour tout passionné de synthé et autres, on se plaignait toujours de voir des machines fabuleuses venir des États-Unis, du Japon, d'Allemagne, mais en France nous n'avions rien depuis la marque RSF qui avait déposé le bilan dans les années 80. Et Arturia est arrivé donc il y a 20 ans. C'était une société qui était d'abord dédiée au logiciel. Leur premier logiciel s'appelait Storm, était une alternative très intéressante à Reason, qui était donc une sorte de solution de studio virtuel avec des modules synthé, un séquenceur, une boîte à rythme, des effets. On avait tout intégré dans un seul logiciel et on sentait une société prometteuse. Il se passe 2 ans, 3 ans et Frédéric Brun, donc qui est le fondateur d'Arturia, initie un projet de se lancer dans la modélisation d'instruments virtuels. Donc ça, il y en avait déjà sur le marché, sauf qu'il s'est dit, quitte à y aller, pour asseoir mon nom, je vais faire le plus gros. Et donc il s'est attaqué au Moog modulaire et ils ont présenté au NAMM, j'y étais cette année-là, donc je m'en rappelle très bien, ils avaient fait venir Jeff Downs, le clavier de Yes, d'Asia et des Buggles, et devant tous les gens, les yeux émerveillés, Jeff Downs était en train de jouer ses tubes les plus connus avec le Moog modulaire d'Arturia, donc la version software. À partir de ce moment-là, Arturia s'est fait connaître aux États-Unis et après ça n'a fait que croître, puis Arturia a fait le Mini Moog. Dans cette lancée, Arturia, au fil des ans, a continué de développer sa gamme d'instruments analogiques qui ont marqué l'histoire. La RP 2600, le Roland Jupiter 8. Puis est arrivé à un moment donné où Arturia s'est dit ok, on a tous les synthés analogiques ou pratiquement tous, mais il y a par exemple les pianos avec le Fender Rhodes, énormément utilisé par Vangelis tout de même. Il y a le piano Wurlitzer. Donc ces instruments après qui sont plus des synthés en tant que tels, mais bien des pianos électriques ou électromécaniques, ont été ajoutés. Puis le synclavier, tout récemment dans la dernière mouture, l'émulator 2, énormément utilisé dans tout un tas de tubes très connus. Et donc voilà. Peux-tu nous en dire plus sur la V-Collection 8, ce nouveau bundle de synthé modélisé ? Que contient-il ? La V-Collection aujourd'hui, après une quinzaine d'années de développement sur cette V-Collection, on a 28 instruments intégrés qui retracent toute l'histoire de la musique électronique. Donc quand on achète une V-Collection, en gros on achète pour des millions d'euros de synthés, en version virtuelle bien entendu, mais qui ont fait l'histoire de la musique telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec tous les sons typiques de chacun de ces instruments.
À côté de ça, Arturia, dans le même temps, développé des claviers maîtres, puisqu'on a des instruments virtuels, c'est bien, mais il faut pouvoir les jouer. Donc il y a la gamme Minilab, Keylab, qui sont des claviers maîtres qui, au tout début, étaient arrivés dans une gamme de produits déjà très chargés par la concurrence et qui, petit à petit, s'est fait son renom, aussi bien par sa qualité que par la qualité des logiciels livrés avec, puisque on a Analog Lab. Alors Analog Lab, c'est quoi? C'est un logiciel qui est une sorte de jukebox de la V-Collection. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez 2000 sons sélectionnés, une sorte de best-of de tous les presets qui ont été développés pour les différents instruments. Et là, vous allez faire votre choix non plus par synthé. Vous n'allez pas dire, tiens, j'ai envie de faire une basse et je vais la faire avec un Minimoog, mais vous allez bien le faire par catégorie. Vous allez dire, j'ai envie d'avoir tout de suite un son de basse, sans vous soucier si c'est un Moog, un Oberheim, un Roland qui va vous faire le son. Donc ça permet d'aller très vite dans les compositions et les productions, et c'est devenu une référence. Analog Lab aujourd'hui est réellement une référence, et bien sûr il est livré avec tous les claviers maîtres Arturia, ce qui est l'une des raisons de leur succès. Et pour finir, Arturia donc a fait des interfaces audio qui sont en train de se faire un joli nom, et Arturia a quand même, il y a une dizaine d'années, lancé des synthés analogiques, et ils ont fait le Mini Brut. Si aujourd'hui on a un tel choix de synthés analogiques sur le marché, c'est grâce au Mini Brut et le succès qu'il a eu, qui a fait que tous les fabricants se sont dit, tiens, on va tenter l'expérience nous aussi. Chez DJ Network, on aime aussi beaucoup la FX Collection. Peux-tu la présenter à nos auditeurs ? Alors, la FX Collection, ce qui est très intéressant, c'est que l'histoire démarre par cette fameuse interface audio. Lorsqu'Arturia a fêté ses 15 ans, Frédéric Brun, donc le PDG d'Arturia, annonce, à la grande surprise générale, qu'ils allaient se lancer dans les interfaces audio et ont sorti l'AudioFuse, qui a été suivi plus tard par l'AudioFuse Studio et l'AudioFuse 8 Pre. Arturia arrive avec cette AudioFuse, qui est une interface audio qui, malgré son prix, vient réellement en concurrence avec des interfaces haut de gamme. Et quand on attaque ces gammes-là, chez les concurrents, il y a des effets qui sont fournis avec, qui en général d'ailleurs s'appuient sur des DSP, c'est-à-dire que la carte contient des processeurs qui vont calculer ces effets. Donc avantage, ça ne charge pas votre processeur d'ordinateur. Désavantage, vous êtes limité à la puissance DSP qu'il y a dans votre carte. Et effectivement, lorsqu'on présentait l'AudioFuse, les gens disaient votre carte elle est fabuleuse, mais on n'a pas d'effet. Donc ils se sont dit vous voulez des effets, on va faire des effets. L'un des ingénieurs d'Arturia d'ailleurs qui est à l'origine des AudioFuse a travaillé d'arrache-pied et qui a pondu une gamme d'effets de qualité réellement exceptionnelle. Et donc ils ont d'abord démarré en proposant 3 préamplis. Puis après, ils ont fait 3 filtres. Puis après, ils ont fait 3 delays, puis 3 reverbs, etc. Puis 3 compresseurs. À un moment donné, ce paquet d'effets, ça faisait 15 effets au choix. Ils se sont dit, allez, on va les mettre en bundle comme on l'a fait avec la V-Collection autrefois. Et ils ont créé la FX Collection. En plus de proposer une large gamme de plugins, Arturia fabrique également des synthés hardware, et notamment le Polybrut tout récemment sorti. S'agit-il d'un synthétiseur monophonique ou polyphonique ? Alors le Polybrut est un synthé polyphonique, donc qui vient juste de sortir. On est en train de commencer les livraisons sur les premières unités. Il y a eu tout un tas de challenges technologiques relevés avec ce synthé. Je parlais tout à l'heure du Mini Brut. Suite à son succès, Arturia avait fait une déclinaison qui s'appelait le Micro Brut. Puis on a fait un gros modèle qui est le Matrix Brut, considéré comme la plus grosse machine de synthèse monophonique existante sur le marché. Qu'est-ce qu'il manquait à la gamme ? Tout simplement un polyphonique. Et donc Arturia s'est dit, on va refaire le Matrix Brut et on va en faire une version polyphonique. Mais on va pas s'arrêter là. On va pas se contenter de prendre un Matrix Brut et d'en faire une version polyphonique, mais on va aller plus loin et on va explorer d'autres univers par différents moyens. Donc la première chose a été d'ajouter un grand nombre de contrôleurs. Quand on regarde le clavier, on a dessus l'aftertouch. Jusque-là, c'est traditionnel. Moins traditionnel, il y a au-dessus du clavier, ils ont réussi à incruster sous le bois un ruban, donc on va pouvoir, et c'est un ruban bipolaire qui peut envoyer des valeurs négatives ou positives. Et sur la partie gauche, j'ai Morphée. Morphée, c'est un pad XYZ, donc qui va me permettre de travailler sur 3 axes, chacun des axes envoyant des contrôleurs MIDI de mon choix pour moduler mes sons. Donc ça permet d'avoir des choses très organiques. Et si ce pad s'appelle Morphée, c'est que le Polybrut, bien sûr, intègre, et c'est une première mondiale, le morphing analogique. C'est-à-dire que lorsque je crée un patch, un son, le patch va être composé de 2 sons. J'ai un son A et un son B. Donc d'un côté, je tourne, j'ai un bouton sur la gauche que je mets en position A, je crée mon son de départ, je vais en B, je crée un autre son qui n'a rien à voir, et après, en tournant ce bouton, c'est un potentiomètre, donc en allant de A vers B, tous
les paramètres du panneau vont se tordre de façon à ce que le son A, petit à petit, arrive en position pour donner le son B. Donc ça, c'est du morphing, ça donne des résultats totalement incroyables et ça donne bien sûr des sons très organiques. Je peux vraiment avoir une nappe sourde qui se transforme en percussion très claire, ce genre de choses, et en passant bien sûr par toutes les étapes. Parlons maintenant de la marque Korg. Comment expliques-tu la longévité de Korg dans le domaine de la synthèse sonore ? Rappelons que l'entreprise existe depuis 1962. Korg fait partie de ces sociétés aujourd'hui un peu légendaires en Asie, comme le son Roland, comme le son Yamaha. Aujourd'hui, elle est peut-être d'ailleurs celle qui, dans la tête des musiciens qui font de la musique électronique, est certainement la marque numéro 1, car c'est celle qui continue en permanence d'innover. Dans une période où les grosses marques ont tendance à s'asseoir sur leur laurier et rééditer en permanence les mêmes produits, là, Korg retire vraiment son épingle du jeu. Alors il faut savoir que Korg est une petite société par rapport aux autres marques. C'est une société familiale et qui est beaucoup plus petite et qui donc se permet des choses que ne pourrait pas se permettre une grosse société. De temps en temps, ils se lancent dans des challenges et vont sortir un produit qui t'en vendent que 300 exemplaires. C'est pas gênant, c'était pour faire une expérience et peut-être aboutir à une nouvelle technologie que l'on pourra aborder. C'est dans cet esprit que Korg, depuis le départ, n'a cessé d'innover. Et si on regarde l'histoire de Korg, est jalonnée d'instruments légendaires. Ça a commencé à l'époque des modulaires avec le PS3300 et ses déclinaisons. Après, on a eu le MS-20. Le MS-20, c'est quand même un synthé qui a plus de 40 ans aujourd'hui et qui est toujours énormément utilisé par toutes les générations. Donc, on a eu le MS-20. Après, il y a eu les générations de synthés numériques polyphoniques et dont les workstations. Et là, il y a quand même eu le M1 Korg qui a quand même été une machine, un des synthés le plus vendu au monde. Plus récemment, nous avons eu le Micro Korg. Le Micro Korg qui ne fait pas de bruit et c'est un synthé qui est en vente depuis plus de 20 ans. Rien que cette année, c'est là qu'on voit la puissance de feu de Korg. Korg nous annonce pendant le NAMM qui a eu lieu en virtuel cette année, rien de moins que la version module de la RP 2600, le Mode Wave qui est une renaissance et une repensée totale du DW8000, un synthé à table d'onde entièrement remis au goût du jour et qui s'annonce être une énorme machine de synthèse, annonce la renaissance du Mini Korg 700 qui était, pour la petite histoire, le tout premier synthé fabriqué par Korg il y a 50 ans. Il y a également les Volca, et cela, faut pas les oublier, puisque les Volca, c'était un challenge énorme, puisque l'idée, c'était de faire des plugins physiques. Si je remonte quelques années en arrière, la vague d'analogique n'avait pas encore redéferlé, le mini brut pointait à peine son nez, et donc tout le monde utilisait des plugins à tort et à travers. L'idée de Korg, c'était de dire aux gens, on va vous proposer un plugin physique. Ça coûte le prix d'un plugin. Comme un plugin, ça va faire une seule fonctionnalité, mais ça va la faire à fond. Et ça va vous sortir un vrai son, et là vous allez pouvoir mettre vos doigts dessus avec des petits boutons, etc. On a eu les premiers Volca Beats qui faisaient les sons de boîte à rythme un peu de type TR, le Volca Bass qui rappelait aussi la TB, puis après la gamme s'est multipliée et aujourd'hui il y a je crois 11 Volca différents et tout le monde a dans son set au moins un ou deux Volca, donc voilà. Comment pourrais-tu décrire le son Korg ? Alors, le son Korg se reconnaît très facilement, il a un son qui est puissant et surtout chargé en harmonique dans les médiums et les bas médiums. Quand les autres marques japonaises ont soit un son clinquant qui n'attaque que les aigus, ou creusé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de médium. Le problème, quand un son est creusé, il perd vraiment en pêche, en dynamique. Tous les synthés Korg en général, il y a une réelle présence sonore qui est là. Et ce qui fait aussi le succès des Volca, malgré leur petit prix, ces petits instruments, quand vous les branchez sur une sono, c'est stupéfiant. La dynamique et cette présence sonore qui est là. Terminons cet entretien, si tu veux bien, avec un mot sur Roly. Peux-tu nous en dire plus sur cette marque et nous éclairer sur la technologie MPE ? Roly est une marque qui est née à Londres il y a un peu plus de 10 ans, fondée par monsieur Roland Lamb, qui est un musicien, un excellent claviériste de jazz, et qui, quand il répétait, quand il avait le temps à l'époque de jouer en groupe et qu'il répétait, aimait bien travailler les parties des autres musiciens travaillant avec lui. Et quand il jouait sur son clavier pour ses parties piano, il n'y avait pas de problème. Par contre, il n'arrivait pas à retrouver le jeu, la sensibilité de son contrebassiste, et ça l'énervait au plus haut point. Il a commencé à s'acheter des synthés pour faire remplacer le contrebassiste, ça ne marchait pas. Il a acheté un sampler, mais il n'avait pas encore toutes les subtilités de jeu, ça ne lui allait pas. Et là, il a commencé à imaginer le Seaboard. Alors le Seaboard, c'est un clavier que vous avez sûrement déjà vu, qui est ce fameux clavier en silicone, en fait, qui est une plaque de silicone et qui est une grande surface tactile, sur laquelle ont été moulées juste les notes pour repère. Ça permet de voir quand même et s'y retrouver un peu quand on joue du clavier au niveau du relief. Mais je peux vraiment faire glisser mon doigt sur toute la surface et avoir des effets de pitch, de A jusqu'à Z, donc faire des effets de glissando, de montée. Et chaque note, et c'est là la deuxième invention, c'est cette fameuse norme MPE. L'idée était de se dire, sur un clavier, je suis limité.
Parce que si, par exemple, je vais avoir une note qui va faire un pitch vers le haut et une deuxième note qui va faire un pitch vers le bas, eh ben, je peux pas. C'est soit tout monte, soit tout descend, parce qu'avec mon pitch bend, c'est tout ce que je peux faire. Donc là, l'idée sur ces instruments, c'est de dire chaque note va vivre sa vie de manière totalement indépendante. Sur la vélocité, ça, un piano le fait déjà, ou un clavier maître, ou un synthé. Sur l'aftertouch, donc l'aftertouch polyphonique le permet sur quelques rares instruments. Par contre, sur le pitch, ça, c'est pas possible. Comment, après, techniquement, tout en restant compatible avec la norme MIDI et les autres instruments, je peux dire je vais faire bouger et pitcher une note indépendamment de celle d'à côté et lui faire vivre alors sur le filtre, sur la modulation, de manière totalement indépendante et séparée de l'autre. L'idée, ça a été de faire la norme MPE. Alors, pour simplifier la norme MPE veut dire Multidimensional Polyphonic Expression, qui veut donc dire l'expression sur un instrument polyphonique multidimensionnel. Ce qu'on appelle multidimensionnel, c'est pouvoir faire réagir plusieurs dimensions en même temps. L'idée, c'est tout simplement de dire la norme MPE définit que en fait chaque note est un canal MIDI. C'est ça la seule astuce, c'était le seul moyen possible. C'est-à-dire quand je vais jouer ma première note, si je fais un Do, ça va être canal MIDI 1. Donc ce canal MIDI 1 peut bien sûr réagir à une valeur de pitch bend, il va pouvoir réagir à une modulation, à un aftertouch. Dès que je joue la deuxième note, ça va être le canal MIDI 2, puis la troisième le canal MIDI 3, etc. Au départ, c'était limité puisque c'était que quelques instruments qui disposaient de cette norme qu'ils ont conçue entre eux. Puis la norme MIDI a fini par se rallier à cette norme. Donc à partir de là, tous les éditeurs de logiciels, enfin les plus grands, ça avait été Logic d'Apple en premier, suivi de très près par Bitwig, récemment Ableton Live. Donc Roly, après avoir fait les Seaboard, eut l'idée de faire des claviers lumineux pour faire de la musique. Donc là, une nouvelle fois, on tombait sur des instruments avec un look incroyable, qui sont des petits pads avec des LED dessus de différentes couleurs, qui réagissent de la même façon à la pression, au glisser, comme le faisait un Seaboard. Et là, tout récemment, Roly a lancé donc ce qu'on appelle Lumi. C'est en train d'arriver sur le marché. Je pense qu'on va les recevoir en Europe là dans les 2 prochaines semaines. Lumi, c'est un clavier, je dirais, qui est un peu le regroupement de toutes ces technologies, de toute cette histoire. C'est-à-dire qu'on joue enfin sur un vrai clavier, mais ce vrai clavier, chaque touche est montée sur un système qui permet, en faisant vibrer la touche, alors qu'on est sur une touche réelle, de faire comme sur un Seaboard, et chaque note va moduler séparément, indépendamment. Il est lumineux et va envoyer des rappels de couleurs sur les notes, permettant tout simplement de contrôler ce qu'on fait. C'est en fait une sorte de contrôle visuel. Par exemple, si je dis je vais travailler en Do mineur, je vois les notes s'allumer représentant ma gamme. Je peux mémoriser des suites d'accords, et dès que je vais appuyer sur une note, je vais voir les notes de l'accord jouer s'éclairer, et si je lance un arpégiateur, je vois avec encore une autre couleur mes notes d'arpège en train de jouer. Donc du premier coup d'œil, j'ai un retour et un contrôle visuel de ce qui est en train de se passer avec mon clavier et mon Do, ce qui est assez génial. Merci à Philippe Brodu qui vous aura certainement donné envie, si ce n'est pas déjà fait, de découvrir l'univers Arturia, Korg et Roly. On enchaîne avec notre deuxième partie consacrée à la synthèse sonore. Let's Prod, le podcast de la production musicale. En production musicale, que l'on soit débutant ou à un niveau avancé, la synthèse sonore peut faire peur. Au premier abord, ces techniques paraissent difficiles à maîtriser et les synthétiseurs sont souvent d'un aspect extrêmement complexe. Pourtant, utiliser les outils de la synthèse sonore va réellement changer votre pratique musicale et votre manière de produire. La première chose à comprendre est que n'importe quel son est en fait une forme d'onde spécifique. Par exemple, la plupart des basses sont des ondes sinus ou sine. Autre exemple, les sons de lead électro sont constitués principalement d'ondes en dents de scie, appelées aussi saw. Ainsi, la synthèse sonore se base sur des générateurs de formes d'ondes appelés oscillateurs. L'idée est ici d'assembler des formes d'ondes dans le but d'obtenir des sons originaux et uniques. Cet assemblage est appelé synthèse additive. Une fois les formes d'ondes assemblées, il est possible d'y ajouter des outils de traitement sonore, comme des filtres, pour retirer certaines fréquences et travailler le son plus en profondeur. La synthèse additive devient alors la synthèse soustractive. Les spécificités sonores des différents synthétiseurs sont principalement dues au fait que les formes d'ondes ne sont pas tout à fait similaires. Une onde en dents de scie sur un synthé analogique Juno de la marque Roland sera par exemple très différente de celle d'un synthé de la marque Korg ou de celle d'un synthé 100% numérique. Pour aller encore plus loin, des modulateurs présents sur la plupart des synthétiseurs vont permettre de faire varier automatiquement certains paramètres, comme le pitch, la fréquence de coupure des filtres, ou encore le volume, et faire ainsi vivre le son. Les modulateurs peuvent être des ondes inaudibles, appelées LFO, pour Low Frequency Oscillator, ou bien des courbes,
On parlera alors d'enveloppe. L'essentiel du travail de synthèse se situe généralement dans les modulations. Ce sont elles qui vont déterminer la qualité du son créé. Pour la création de musique moderne, les synthétiseurs digitaux sont ceux qui offrent le plus de souplesse et de possibilités en termes de modulation. Nous pouvons citer par exemple Serum de Xfer Records, qui contient 3 enveloppes et 8 LFO, ce qui est considérable. D'autres synthés comme Spire de Rebel Sound et Faceplant de Kilohearts sont également utilisés car ils sont très complets. À un niveau de technicité plus avancé, d'autres formes de synthèse existent, comme la synthèse FM, la synthèse granulaire ou la synthèse modulaire. Concrètement, quels sont les réels avantages à utiliser la synthèse sonore et pourquoi ne pas se contenter d'utiliser des presets déjà créés et disponibles ? La réponse dépendra de votre profil de producteur. Si vous cherchez à produire efficacement et surtout rapidement, comme c'est souvent le cas pour le beatmaking, vous n'aurez peut-être pas besoin de créer vos propres sons. En effet, très peu de beatmakers maîtrisent la synthèse. Ils se contentent en général d'utiliser des presets de synthétiseurs comme Omnisphere de Spectrasonics. En revanche, si votre démarche artistique est de développer une identité sonore personnelle et unique, comme de plus en plus de producteurs parmi lesquels nous pouvons citer Flume, Skrillex ou encore Disclosure, il vous faudra certainement développer vos compétences en synthèse. C'est un atout non négligeable pour se démarquer et devenir leader d'un courant musical. Alors, pourquoi ne pas vous lancer ? Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez vous former, sachez que la formation synthèse sonore proposée par DJ Network permet en quelques semaines de maîtriser les différentes formes de synthèse et la façon de générer n'importe quel type de son. En attendant, nous allons vous dévoiler quelques astuces de synthèse utilisées par les professionnels. Let's Prod. Si vous utilisez des presets déjà existants pour produire votre musique, sachez qu'il est tout de même important de les modifier afin de les faire correspondre au mieux à votre production. La plupart des producteurs utilisent des effets additionnels sur le son pour le traiter. C'est ce qu'on appelle produire un son. Les chaînes d'effets peuvent parfois être conséquentes sur des styles tournés vers l'électro. Ainsi, le preset OTT de l'effet multiband Dynamics d'Ableton est ajouté sur la plupart des sons en dubstep, bass house ou hybrid trap. Ce dernier permet de sculpter le son en contrôlant de manière précise ses fréquences médium. Très important, n'oubliez pas de doser OTT en utilisant la fonction dry wet de l'effet. Ces chaînes d'effets peuvent être enregistrées sous forme d'audio effect track dans Ableton Live pour être réutilisées ultérieurement sur d'autres sons. L'équalisation est également quasi indispensable. La plupart des synthés digitaux sont très riches en extrêmes aigus. En les additionnant, le son devient souvent froid et trop agressif. Notre conseil sera d'appliquer sur ce type de son un filtre high cut à environ 16 kHz afin de contrôler ses aigus. Pour filtrer les aigus, vous pouvez utiliser un filtre SSL dont la pente de coupure est très légère avec par exemple le plugin Waves SSL Channel. Aujourd'hui, le son stéréo peut être traité indépendamment au centre et sur les côtés. Ce type de traitement est appelé mid-side et peut être appliqué à n'importe quel effet. La plupart des equalizers proposent désormais des fonctions mid-side. C'est le cas du très bon plugin FabFilter Pro Q3. L'idée est de faire en sorte que le son synthétique soit aussi agréable à écouter dans sa partie mid, au centre, que dans sa partie side, sur les côtés. Pour cela, vous pouvez par exemple utiliser un plugin gratuit comme le TB Pro Audio Isolate, qui permet d'écouter en solo le mid indépendamment du side, et inversement, pour ainsi pouvoir ensuite corriger les fréquences sensibles avec le Pro Q3. Enfin, n'oubliez pas que les synthés digitaux ont tendance à être plus froids que les synthétiseurs analogiques. Il est donc fortement conseillé de le colorer en utilisant des saturations, notamment pour amener des fréquences médium au son. Pour cela, vous pouvez utiliser des plugins comme le FabFilter Saturn 2 ou même le saturateur de votre DAW favori afin d'enrichir le son en harmonique. A l'inverse, vous pouvez essayer d'apporter une touche plus digitale à des sons de synthé analogique en y ajoutant des effets de type beat crushing ou downsampling. La synthèse sonore est un vaste sujet, à la fois passionnant et complexe, et comme pour tout, il vous faudra un minimum d'investissement personnel pour obtenir de bons résultats. Mais ne dit-on pas, quand on aime, on ne compte pas ? Dans tous les cas, votre créativité en sera décuplée. C'est tout pour cet épisode. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un maximum d'étoiles d'encouragement sur votre plateforme préférée. Et en attendant, let's prod! Let's Prod. Le podcast
musicale. Let's Prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.